Frédéric Lichtfuss, donc qui est chercheur INRA et géochimiste. Donc, il a par exemple inventé une méthode de datation du carbone, enfin, pour les ressources séquestrées sous terre. Et il va sans doute nous parler de son expérience en édition scientifique pour avoir fondé et dirigé un certain nombre de revues en chimie et agronomie. Merci. C'est la partie non libre du libre accès qui pose problème, je crois. C'est le progrès du numérique. On y est arrivé. Merci. Bien, bonjour. Alors tout d'abord, je veux remercier l'Université de Lyon et surtout Chérifa Boukassem pour m'avoir invité à présenter cette conférence. J'avoue que j'étais un peu réticent parce que je ne suis pas un chevalier blanc de l'open science. Mais je suis donc à la fois chercheur et éditeur de revues scientifiques depuis environ 15 ans. Donc on a commencé à s'intéresser au mouvement de l'open access très tôt. Évidemment, en tant que revue scientifique, ça nous a interrogés, notamment dès que PLOS ONE, une des plus grandes revues en open access, a commencé à émerger. On s'est dit, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher? Ça a un peu flotté. Dans les années 2003-2004, ils avaient plusieurs centaines de milliers de dollars de déficit et donc ils ont survécu grâce à l'apport massif de fonds privés californiens. Donc maintenant, ils sont en relativement bonne santé. Et donc, nous, on s'est interrogé à savoir, est-ce qu'il fallait passer à l'open access ou pas? Donc, en fait, moi, ce que je veux vous présenter ici, c'est un peu ma vision du système actuel. On s'interroge toujours sur le fait, est-ce qu'on va aller vers l'open access total ou pas? Ou est-ce qu'il va y avoir un équilibre entre open access et accès restreint? Voilà. Donc, on va commencer d'abord par un petit jeu, parce qu'il faut bien s'amuser un peu de temps en temps. Ça, c'est deux journaux que vous connaissez relativement bien. À gauche, vous avez Le Monde, qui est un journal donc payant, en accès payant. Et à droite, vous avez un de ces nouveaux journaux qui sont gratuits, donc distribués à la sortie du métro. Et j'aimerais savoir lequel vous préférez. Alors, par exemple, ceux qui préfèrent Le Monde, lèvent la main. Voilà, donc on a à peu près, on va dire, dans les 50%. Donc j'imagine que les autres 50% aiment le gratuit. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a environ 10-15 ans, on se disait les journaux payants vont disparaître. Le Monde, Libération. Alors il y a eu des soubresauts. Et finalement, qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui? À un certain équilibre entre les deux. Autant, je dirais qu'on est content en sortant du métro d'avoir quelque chose à lire, ou dans le métro avec un journal gratuit. Autant on est intéressé par le contenu du Monde qui va dans le détail, dans la précision, dans la nuance. Alors ce ne sont pas des journaux scientifiques, mais voilà, c'est intéressant de voir ce phénomène. Alors, le sujet de ce colloque, c'est l'accès libre. Alors, qu'est-ce que c'est l'accès libre? Je vais le préciser parce qu'il y a mes deux neveux qui sont dans l'assistance, qui sont lycéens. Et l'accès libre, c'est l'accès gratuit pour tout le monde entier, aux publications scientifiques sur Internet. C'est-à-dire que n'importe qui peut collecter gratuitement, à partir d'Internet, une publication scientifique. Alors, donc, on va dire qu'il y a deux systèmes. On va dire qu'il y a l'ancien système, qui est l'accès restreint, où c'est le lecteur qui paye. C'est-à-dire que c'est un système à abonnement. Et dans le cas des organismes de recherche et des universités, c'est l'institut, enfin l'université qui paye les abonnements. Voilà. Le nouveau modèle, c'est l'accès libre, et dans ce cas-là, c'est l'auteur qui paye. Alors, dans l'accès libre, il y a plusieurs formes de modèles. Il y a ce qu'on appelle les revues
bon, qui sont 100% en accès libre, c'est-à-dire que tous les articles sont en accès libre. Alors de manière emblématique, il y a PLOS, Public Library of Science, qui est donc un éditeur en accès libre, bon, qui s'affiche public, mais qui a quand même 40 millions de dollars de chiffre d'affaires. Voilà, il y a les revues 100% en accès libre, il y a les revues hybrides, c'est-à-dire une revue hybride, il y a certains articles qui sont en accès libre, donc les auteurs ont payé pour que leurs articles soient en accès libre, et l'autre partie des articles sont en accès restreint, c'est-à-dire que l'auteur ne paye pas pour que son article soit en accès libre. Il y a aussi des revues qui autorisent l'archivage ouvert. Alors, il y a des archives ouvertes, notamment, vous connaissez bien HAL, qui est l'archive française. Donc, un auteur, s'il a le droit, peut mettre son article en accès libre dans une archive. Un article qui a été publié dans une revue. Et, on va dire, le dernier mode d'accès libre, c'est un chercheur qui décide de publier son article directement dans une archive libre. Ce qui est faisable, mais que dans la réalité, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas de jugement sur la science de l'article qui est fourni par les revues avec les facteurs d'impact. Voilà. Donc il y a aussi il y a des tas d'autres endroits où on peut publier ces articles, hein, ResearchGate par exemple, qui donne un DOI, un identifiant digital, il y a LinkedIn, enfin voilà. Et on trouve tous ces différents modes d'accès dans un site qui s'appelle Sherpa Romeo. Et vous trouverez aussi tous les revues en accès libre dans le DOAJ, le Directory of Open Access Journals, sur Internet. Alors, si on remonte un peu à l'origine de l'accès libre, qu'est-ce que c'était que l'accès libre? Alors, ça remonte assez loin, hein, plus d'un siècle, c'était en 1894. James Brown, un Écossais, bibliothécaire à Londres, s'est dit que il fallait que les livres de sa bibliothèque soient en accès libre au public. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, le public allait à l'entrée de la bibliothèque, où il y avait des personnes, des bibliothécaires, et des index et des catalogues qui conseillaient des articles. Et ils allaient chercher l'article pour le public. Donc là, l'accès libre, c'était simplement l'accès physique du public aux étagères de la bibliothèque. Alors pourquoi il avait fait ça? C'est parce que son idée, c'était que ce n'était plus le bibliothécaire qui recommandait les bouquins, c'était le public qui allait chercher lui-même et qui allait avoir une sorte de sélection, de recommandation dans le public. Hein, et donc le choix est changé. Hein, et il y voyait comme avantage la suppression des index et catalogues. Et pour prévenir on va dire le vol des livres, il avait inventé une disposition particulière de la bibliothèque, que vous voyez sur cette image, où le personnel était aligné avec les étagères de façon à bien surveiller le public qui allait chercher les livres dans la bibliothèque. Alors, j'ai essayé dans ce tableau de faire un peu les avantages et les inconvénients des deux modèles. Alors, on va commencer par l'accès restreint à gauche. Alors, un gros inconvénient, c'est qu'il est limité aux abonnés. Donc, il faut avoir de l'argent pour avoir accès aux ressources. Un avantage, quelque part, c'est un coût partagé. Un coût partagé par exemple, toute une université. C'est-à-dire qu'un laboratoire qui a peu d'argent, il a quand même accès aux abonnements. D'accord ? Un autre avantage, c'est que pour les auteurs qui publient dans ces revues, c'est qu'il y a une sélection uniquement sur la science. Ce qui n'est pas le cas pour l'accès libre. Je vais expliquer plus tard. Donc on va dire, quelque part, l'accès restreint, c'est un avantage auteur. Et c'est quelque chose que je vois au quotidien dans mon édition. C'est-à-dire que
moi je reçois un mail par semaine d'Africains, d'Asiatiques qui me disent est-ce qu'il faut payer pour publier dans votre revue? Donc pour eux, c'est la première barrière. Alors l'accès libre maintenant. L'accès libre, l'avantage indéniable, c'est qu'il est universel, au monde entier. Donc c'est un énorme avantage pour le lecteur, le public, etc. Un inconvénient, et je vois ce qui se passe dans les organismes de recherche, c'est que le coût il est individualisé. C'est-à-dire que même au sein d'un laboratoire, il y a des chercheurs qui vont publier en open access parce qu'ils ont l'argent pour le faire, et d'autres qui ne vont pas le faire. C'est pareil entre deux laboratoires, ou entre deux institutions, ou entre deux pays. Le deuxième problème, et ça je vais l'expliquer dans les diapositives suivantes, c'est qu'il y a eu une dérive de fraude. C'est que la sélection ne se fait plus uniquement sur la science, mais sur la science et sur l'argent, puisqu'il faut payer en tant qu'auteur pour être en open access. Pas toutes les revues, hein, bien entendu. L'avantage citation. Alors j'ai mis un point d'interrogation parce que est-ce que l'open access favorise le nombre de citations? Alors il y a eu beaucoup de publications qui ont étudié ça. On va voir que ce n'est pas si tranché que ça. Donc globalement, on a un avantage, je dirais, pour le lecteur de l'accès libre. Alors, le prix de l'accès libre, c'est-à-dire quand vous êtes auteur d'une publication, vous voulez publier en open access, qu'est-ce que vous devez payer? Alors chez Elsevier, ça varie entre 500 et 5000 $. Wiley, un peu pareil. Springer, c'est 3000 $. Et PLOS, c'est entre 1500 et 3000 $. Donc encore une fois, c'est difficilement accessible aux pays pauvres. Hein. Même s'il y a des programmes et des sortes de bourses qui sont mises en place, mais en fait, quand on cherche dans les sites des éditeurs commerciaux, c'est assez compliqué. Alors après, j'ai mes collègues de Springer Nature, en fait, qui m'ont permis de vous présenter ces données privées. Et eux, ils ont recensé les mandats et les financements de l'accès libre par pays. Alors, ce que l'on voit, c'est que des pays comme les États-Unis, la Chine, hein, les zones vertes avec des rayures dorées, là, ils ont un mandat d'archivage, c'est-à-dire que les chercheurs doivent mettre leurs publications en accès libre, soit en archivant dans des archives ouvertes, soit par la voie dorée, c'est-à-dire payer pour être en open access, en accès libre. Les financements sont payés par la recherche. D'accord ? Après, il y a des archives nationales. C'est le cas de l'Amérique du Sud, où ils ont une obligation de mettre tous leurs articles dans une archive nationale. Ensuite, il y a les zones vertes, vert foncé, où le mandat, c'est-à-dire l'obligation, c'est la voie verte. C'est-à-dire que vous pouvez publier dans des revues en accès restreint et mettre votre article dans une archive ouverte. Pas de financement. Voilà. Généralisé au niveau national. Il y a l'Europe du Nord, là en doré. Donc ils ont une obligation d'archivage, soit dans une archive libre, soit par la voie dorée. Et là, il y a des financements spécifiques. Et enfin, il y a l'Allemagne, qui n'a pas d'obligation, mais qui a quand même de l'argent pour mettre les articles en accès libre. Et enfin, vous voyez, il y a toutes les zones grises, où il n'y a rien qui corresponde essentiellement à des pays pauvres. D'accord ? Donc, on a une situation très hétérogène. Hein, voilà. Et donc, les politiques sont très très variées selon les pays. Alors, un autre document qui me vient de Springer Nature, c'est le nombre d'organismes finançant l'accès libre. Et on voit sur cette figure que c'est essentiellement l'Europe, suivi de l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada,
qui a le plus grand nombre d'organismes qui financent l'accès libre. Et tout le reste, il n'y a quasiment plus rien, en Asie, Australie, Océanie. Donc il y a quand même une grande inégalité en termes de financement de l'accès libre. Enfin, alors je me suis permis de faire une petite étude dans le Web of Science. Le Web of Science, c'est la base de données où il y a la plupart des publications scientifiques certifiées, revues scientifiques certifiées. Et j'ai pris la revue PLOS ONE, donc qui est une revue où il y a énormément d'articles qui sont publiés en open access, enfin tous les articles sont publiés en open access. Et j'ai compté en fait le nombre d'articles par pays. Et j'ai fait un graphique en fonction de la richesse par habitant. Donc la base contenait 154 000 articles. J'ai fait ça le 16 septembre. Et ce que l'on voit, c'est une tendance quand même à plus il y a une richesse par habitant et plus le pays a d'articles en nombre, d'articles en accès libre. Avec deux points qui sortent. C'est la Chine, probablement un effet du nombre d'habitants, et les États-Unis, un effet du nombre, et aussi PLOS est une revue américaine. Donc les Américains, étant assez nationalistes, vont avoir tendance à publier essentiellement dans des revues américaines. Donc c'est des données à explorer un peu plus à fond. Je vais travailler là-dessus. Après, donc, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que l'accès libre augmente le nombre de citations. Alors il y a Craig qui a fait une publication en 2007. Il a fait une synthèse sur les articles qui évaluaient le nombre de citations et l'accès libre. Et en fait, il a montré, c'est ce qu'on voit sur ce diagramme, qu'il y a très peu de différence en termes de nombre de citations entre des articles qui sont en accès restreint et des articles qui sont aussi mis en archivage ouvert. Simplement, il y a une différence de délai, c'est-à-dire que les articles qui vont être en archive ouverte vont être cités plus tôt. Donc il y a un décalage des deux courbes en fait. D'accord ? Donc il y a un biais de lecture précoce. D'accord ? Il parle aussi, Craig aussi mentionne le biais de sélection. Ce qu'il dit, c'est que les chercheurs vont mettre en accès libre, a priori, des articles qui sont meilleurs que les autres, donc qui seront plus cités. Donc ce n'est pas en fait réellement l'accès libre qui augmente le nombre de citations, hein. C'est ces biais de sélection et ces biais de lecture précoce. Et je dirais qu'à la limite, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que les citations sont plus fidèles à la valeur de la science qu'à leur communicabilité vers un public énorme. Je voulais parler aussi du facteur d'impact, parce que ça a été une des dérives. Donc le facteur d'impact, c'est quoi ? Le facteur d'impact, ça mesure le nombre de citations des articles dans une revue. D'accord ? Ça a été créé non pas pour mesurer, pour évaluer les chercheurs ou les publications, ça a été créé pour ranger les bibliothèques, les articles dans une bibliothèque. Mais dans les faits, tous les organismes de recherche, les universités l'utilisent pour évaluer les laboratoires et les chercheurs. Alors, le facteur d'impact mesure les citations, mais il a des biais, donc il ne mesure pas vraiment la science, c'est uniquement les citations. Il dépend de la vitesse de citation, c'est-à-dire qu'il y a certains domaines comme le biomédical, les études en cancérologie, où les articles sont cités très très rapidement. Et il y a d'autres domaines, je vais prendre un domaine que je connais bien, l'agriculture, où la durée moyenne de citation d'un article, elle est de 9 ans. Or, on sait que le facteur d'impact, il est mesuré 2 ans après les 2 années qui suivent la publication. Donc en fait, toutes les citations qui sont après, elles ne comptent pas dans le facteur d'impact. Donc c'est aussi un biais.
Ce qu'on voit sur cette figure aussi, c'est les rétractions. Alors les rétractions, c'est quand, par exemple, un chercheur pense qu'il a fait une erreur dans sa publication et il veut retirer l'article. Donc il demande à la revue de retirer l'article. Ou c'est quand il y a des cas de fraude. Donc un éditeur peut retirer un article. Et ce qu'on voit, c'est que plus le facteur d'impact d'une revue est grand, plus sa notoriété est grande, plus il y a de rétractions. Et ça c'est, enfin, l'auteur de Fang a expliqué ça par le fait que les auteurs prennent plus de risques quand ils publient dans des revues plus prestigieuses. Donc il y a une dérive qui a été provoquée par le facteur d'impact, donc qui a été mentionné par l'oratrice précédente. Alors aussi une histoire intéressante qui a été faite par un collègue, Cyril Labbé de l'Université de Grenoble, qui a d'ailleurs présenté une conférence à l'ENS il y a quelques années. Alors Cyril Labbé s'est amusé à créer un scientifique qui s'appelle Ike Handkaré. Alors c'est un petit clin d'œil à I Can't Care, donc je m'en fous. Et il s'est amusé à créer des fausses publications. Comment il a fait? Il a pris un programme informatique, un générateur de texte qui a été inventé par les chercheurs du MIT, Massachusetts Institute of Technology. Et donc il a créé une centaine de faux articles. Et dans ces articles s'autocitent les uns les autres. Il y a des références de l'un à l'autre. Et ce qu'on voit sur cette figure, c'est que tous ces articles sont reliés à un faux article qui cite des articles réels. Alors, il a fait ça parce que la base Google Scholar repère les articles scientifiques sur Internet de manière robotique. Il n'y a pas d'humain qui fait ça de manière automatique. Et ce qui s'est passé, c'est donc qu'il a publié sur son site Internet, sur sa page web personnelle, cette centaine d'articles en 2009. Google Scholar, la base de données, a repéré ces articles et elle a mesuré un indice de qualité qu'on appelle le H-index, qui est basé sur le nombre de citations. Et en 2010, notre scientifique, Ike Handkaré, a obtenu un indice H de 94, alors qu'Einstein n'a que 84. Et donc, il a truqué le système. Et c'est une expérience intéressante qui montre bien qu'en fait, toutes ces évaluations automatiques ne veulent pas dire grand-chose s'il n'y a pas d'humain qui vérifie les choses. Alors, une autre expérience un peu similaire a été faite un peu plus tard, en 2013, par John Bohannon, qui est journaliste dans la revue Science, une revue prestigieuse. Alors John a aussi créé un faux article relatant la découverte d'un médicament contre le cancer à base de lichen. Il a fait l'article relativement bien rédigé, mais avec quand même quelques détails qui auraient dû, qui montraient que l'article était faux, qui était détectable par un lycéen. Et il a soumis cet article sous des formes un petit peu variées à 300 revues en accès libre. Et ce qui s'est passé, c'est que 157 revues ont accepté l'article et ont demandé l'argent de l'open access. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas évalué l'article. Voilà. Donc, c'est une dérive de l'accès libre, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de truands, malfaiteurs, prédateurs, qui ont créé des revues, parce que n'importe qui peut créer une revue, moi, vous, il suffit d'avoir un ordinateur, et avec des comités éditoriaux factices ou copiés, et qui proposent aux auteurs de publier leurs articles en accès libre contre 200 €, 2000 €. Voilà. Voilà. Et 80% des éditeurs qui ont accepté ces articles étaient sur la liste des éditeurs prédateurs qui a été faite par Jeffrey Bell. Donc je vais en parler. Donc Jeffrey Bell, c'est
ce monsieur, qui est un bibliothécaire à l'université du Colorado, lui, il s'est dit, moi, je vais dénoncer les revues prédatrices. Donc il a commencé à comptabiliser, il a fait une liste des revues prédatrices et des éditeurs prédateurs. C'est ce qu'on voit sur ce tableau. Et on voit clairement qu'il y a une augmentation très rapide du nombre de revues et d'éditeurs prédateurs. Donc nous, à l'INRA, souvent on nous demande, les chercheurs nous demandent, est-ce que je peux publier dans cette revue? On regarde tout de suite dans la liste de Bell si la revue n'est pas dans la liste des revues prédatrices. Il y a aussi les revues contrefaites. Et alors là, c'est une histoire qui me touche particulièrement parce que c'était une collègue de l'INRA qui est rédactrice de la revue Fourrage qui a eu un cas de contrefaçon de sa revue. Donc elle m'a prévenu un jour par Internet, par email, en me disant, notre revue vient d'être contrefaite. Et en fait, vous avez la vraie revue à gauche. Donc vous pouvez voir sur Internet, vérifier, ça y est toujours. Et vous avez la fausse revue à droite, qui a été créée apparemment en Iran. Et donc les malfaiteurs ont simplement copié-collé les images. Ils ont repris les noms du comité éditorial. Vous voyez que Françoise Vertès a été transformée en F. Green. En plus, ils ont de l'humour. Et c'est mieux qu'F. Gold. Et donc, il y a des auteurs qui sont piégés. Donc, les sommaires de tous les numéros jusqu'au numéro 12 sont copiés. Puis le numéro 13, c'est des nouveaux articles d'auteurs qui soumettent leurs articles et qui payent 300 € pour publier. Voilà. Alors, Jeffrey Bell a aussi une liste de revues contrefaites, un peu plus petite, mais vous voyez, en 2015, il y en a 30, en 2016, il y en a 101. Donc ça augmente aussi. Bon, après, c'est le dérive de l'open access. Je vais parler quand même de la politique de l'accès libre à l'INRA, puisqu'on vient de publier une charte sur l'accès libre. L'INRA a toujours voulu promouvoir l'accès libre à partir de la signature de la déclaration de Berlin, où les chercheurs sont incités à publier en accès libre. Il y a eu aussi la directive européenne. Et il y a moins d'un mois, la charte INRA vient d'être publiée, où l'accès libre est recherché. Les chercheurs INRA doivent archiver leurs publications dans l'archive PRODINRA. Et l'évaluation des chercheurs est faite sur une liste tirée de cette archive. Alors ça, je peux vous dire que personnellement, c'est contraignant, parce que les chercheurs doivent aller faire leur liste de publications à partir de PRODINRA. Donc depuis que ça a été institué, je vous garantis que les chercheurs y mettent leurs articles dans PRODINRA. Voilà, il y a deux autres éléments de la charte, les données en accès libre, stockage à long terme dans HAL, et les incitations à l'intégration des frais dans les projets de recherche. Voilà, donc l'INRA aussi va vers l'accès libre, sous une forme ou une autre. Alors après, il y a un point qui est très important, selon moi, c'est à qui appartiennent les revues scientifiques. À 99%, les revues scientifiques appartiennent soit à des sociétés privées, soit à des sociétés savantes. Bon, certaines sociétés savantes étant plutôt fonctionnant comme des sociétés privées. Et en fait, il y a très peu de revues qui appartiennent aux universités ou aux organismes de recherche. À mon avis, c'est un problème, parce qu'on ne contrôle plus la science. C'est les autres qui contrôlent la science pour nous. À l'INRA, on a la chance d'avoir une dizaine de revues propriétaires. On a aussi négocié avec Springer. Alors ça, c'est une modalité particulière pour nous. Comme on avait 5 revues chez Springer, on a demandé à Springer de pouvoir archiver la version éditeur dans HAL. Et ils l'ont fait parce que
pour eux, c'était rentable. Hein. Et ils l'ont fait pour nous. Voilà. D'où l'intérêt d'être plusieurs et d'être regroupés au sein d'un même institut. Voilà. On a 5 revues en accès hybride. Alors pourquoi on n'est pas passé à l'open access? On s'est posé la question. Moi, dans ma revue Agronomie, on a compté le nombre d'auteurs qui venaient des pays pauvres, il y en a 50%. Donc ça veut dire, si on était passé à 100% accès libre, on aurait perdu 50% des auteurs. Et on aurait favorisé les pays riches. Donc on ne l'a pas fait. Donc on est en accès hybride. Ceux qui veulent payer, ils payent. Ceux qui ne veulent pas payer, ils ne payent pas. On a 3 revues en accès libre. Alors 2 revues, Genetics et Veterinary, eux sont passés en accès libre, mais pourquoi ils ont pu? Parce que c'est des sciences biomédicales. Et on sait que les sciences biomédicales sont riches. Donc ils ont les moyens de payer pour l'accès libre. Et Journal of Plant Hydraulics, c'est un journal 100% accès libre, mais pas payant, qui vient d'être créé. Alors j'espère que ça va marcher. Et puis on a aussi des revues plus de vulgarisation qui sont publiées en accès restreint chez Quay. Voilà. Alors, de mon expérience d'éditeur à l'INRA, ce que j'en ai retiré, c'est qu'il n'y a pas de politique globale de l'établissement en termes d'édition scientifique. Ça dépend de chaque département de l'INRA. Moi, j'ai la chance d'être dans un département qui favorise l'édition scientifique. Donc, ils ont mis 2 postes, moi et mon assistante, pour gérer la revue. Mais il y a d'autres départements qui ne le font pas, ou qui laissent tomber les revues. C'est le cas dans 2 revues, là, actuellement. Voilà. Ensuite, un autre problème, c'est la non-reconnaissance de l'édition comme une tâche des chercheurs. Or, c'est les chercheurs qui sont reviewers, qui évaluent la recherche, qui font partie des comités éditoriaux, qui sont rédacteurs en chef. C'est dommage. Et là, quelque part, en particulier en France, on a loupé le coche, parce que les anglo-saxons ont bien compris qu'il fallait avoir des éditeurs dans les revues. Pourquoi ? Alors, la raison la plus marquante, je l'ai eue quand j'ai donné un séminaire l'année dernière au Texas, dans une université, et on m'a posé la question, comment on fait pour publier dans Nature ? Et une autre personne dans l'assistance a répondu, il faut connaître quelqu'un à Nature. Voilà. Donc, l'intérêt de connaître les gens. Alors, je vais vous parler de ma revue. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est une augmentation très rapide du nombre de soumissions, qui est passé de 190 à peu près à plus de 300 là, en une dizaine d'années. Et de ce fait, on a dû augmenter la sélection. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours 2 personnes à la revue. Le staff, le personnel n'a pas augmenté. Donc, comme la plupart des revues, on a mis une étape de présélection. C'est-à-dire qu'on examine en présélection très rapidement. Il y a 1 ou 2 personnes qui examinent très rapidement les articles, qui ont une chance d'être publiés. Et ça nous prend 10 minutes maximum. Et ça pour gagner du temps. Ensuite, les articles sont envoyés pour évaluation en profondeur. Alors, un de nos autres soucis, c'est l'examen en profondeur. Vous savez, l'examen en profondeur, c'est les articles qui sont évalués par des scientifiques, des reviewers, examinateurs. Et on a énormément de difficultés à recruter des chercheurs qui évaluent les articles. En 2013, on a sollicité plus de 1000 examinateurs, 287 ont accepté, 25%, avec un délai de 21 jours. Et ça augmente les délais de publication. Donc c'est paradoxal, parce que les chercheurs, ils veulent publier vite, mais ils ne veulent pas évaluer les publications des autres. C'est normal, ils ne sont pas remerciés, c'est du travail bénévole. Je les comprends quelque part. Alors ça c'est l'origine géographique des articles de la revue Agronomie. Alors en rose, vous avez le nombre de soumissions, et en vert,
vous avez le nombre d'acceptations. Alors évidemment, le nombre de soumissions, le nombre d'acceptations est bien plus faible que le nombre de soumissions, en particulier en Chine. Alors vous voyez, quand même, la Chine, il y a beaucoup d'articles qui sont soumis, hein, ils sont nombreux. On en rejette beaucoup, principalement pour des histoires de langage. Ils ne savent pas bien écrire en anglais. Et si on ne peut pas comprendre l'article, même si la science est bonne, on ne peut pas l'accepter. Vous voyez, alors quelque chose d'intéressant, pour la France, il y a, on va dire, beaucoup d'acceptation par rapport au nombre de soumissions. Alors là, on peut se pencher sur le problème des conflits d'intérêts, hein, puisque moi, je suis en conflit d'intérêts, puisque je suis chercheur INRA, j'ai une revue qui est propriétaire de l'INRA, donc je suis à la merci des chercheurs qui vont essayer de m'influencer pour publier dans ma revue. Donc là, c'est pas facile pour moi, hein. C'est un peu le rôle du juge. Hein. Alors, je subis des pressions régulièrement, hein, et donc c'est à moi de trancher, de dire oui, cet article il est bon, on va le publier, ou il n'est pas bon. Mais d'un autre côté, c'est aussi un atout pour l'INRA, parce que les chercheurs peuvent me contacter hors du système de la publication et me dire tiens, qu'est-ce que tu penses de cet article? Et moi je lui dis tiens, là c'est pas bien formulé dans le résumé et tout ça. Ça c'est un contact qu'une revue anonyme ne vous fera pas. C'est pour ça que je disais que c'est important pour les universités et les instituts d'avoir des revues scientifiques. C'est des contacts personnels, personnalisés. Voilà, ça c'est juste un exemple pour vous montrer des lettres que je reçois. Hein, donc, cher éditeur, mon manuscrit a été soumis à votre revue. Nous attendons une réponse positive. Donc, ils n'attendent pas la réponse négative. Hein, d'accord ? J'ai l'honneur de solliciter votre haut bienveillant, de bien vouloir accepter ma publication. Voilà. Alors, il y a aussi la formule récurrente, mon étudiant va soumettre sa thèse dans 2 mois, il faut qu'il ait une publication, sinon il ne peut pas passer sa thèse. Ça, je reçois très régulièrement aussi. Difficile. Hein. Alors, sur ces graphiques, on voit que le nombre d'articles publiés et le nombre de pages publiées augmentent très rapidement dans la revue. Hein, et ce que je vous disais, c'est que la charge de travail augmente et voilà, le personnel, le nombre de personnes n'a pas augmenté. Et puis, on est déjà content que l'INRA nous soutienne sur ce coup-là. Hein. On a surtout peur qu'il nous enlève les postes. Hein. Alors, sur le nombre de téléchargements, alors on voit que le nombre de téléchargements augmente, on est content. Hein. Alors, les versions qui sont dans l'archive, des articles qui sont dans l'archive HAL, ça augmente aussi. Bon, en 2016, ça a été pris il y a quelques mois, donc ça augmente aussi. Donc ça, pour nous, c'est évidemment positif. Alors, ce qu'on a fait aussi, comme on avait un peu de temps à consacrer sur la revue, on a fait un blog. Un blog donc en accès libre, où dans ce blog, on essaye de traduire des articles spécialisés, compliqués, difficilement accessibles, en une version qui est, on va dire, quasiment lisible par le public. Voilà. Donc c'est ce que vous voyez là. Donc l'objectif, c'était valoriser, hein, pas financièrement, mais valoriser la science vers le public. Et pour certains articles, ça marche assez bien. C'est ce qu'on voit un peu par le petit croissant là, bleu et rouge. C'est un indicateur qui s'appelle altmétrique, qui mesure l'impact de l'article sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et la presse. Alors là, on est content aussi, on a une croissance du facteur d'impact, même si on reconnaît tous à l'INRA que le facteur d'impact, ce n'est pas la panacée. N'empêche que dans les labos, c'est ce que tout le monde regarde. Et la dernière chose que je voulais vous présenter, c'est qu'on a perçu assez tôt à l'INRA l'intérêt d'aider les chercheurs pour publier. Pourquoi ? Parce que ça se complexifie. Il y a cette histoire d'open access, les data, etc.
Et en 2010, on a formé une cellule d'assistance à la publication scientifique. Donc, je vous ai mis les noms de mes collègues. Pourquoi? Parce que c'était intéressant, c'est que dans cette cellule, il y a à la fois donc, des experts de l'édition et des experts de la documentation. Voilà. Et depuis 2010, on aide les chercheurs du département, donc c'est limité à un département, à mieux publier. Donc on a une sorte de numéro vert où ils nous disent est-ce qu'on peut publier dans cette revue, voilà, chaque fois qu'il y a un problème. Je me suis fait rejeter un article, qu'est-ce que je fais, voilà, est-ce qu'il faut que je paye Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous connaissez peut-être ce magazine qu'on a créé, je crois, en 2013, qui est un trimestriel, qui s'appelle Publier la science. Vous le trouverez sur Internet, il est en accès libre. Où notre objectif, en fait, c'était de donner justement une sorte de concentré de nouvelles aux chercheurs de tout ce qui se passe en termes de publication scientifique. La rédaction, la fraude, les données, etc. Donc ça marche pas mal, même en dehors de l'INRA. On est content. Et attendez. Ouais. Donc ce qu'on fait aussi, c'est on a un service de relecture. C'est-à-dire que ça marche aussi pas mal. C'est-à-dire qu'un chercheur peut nous envoyer un article avant d'envoyer à une revue. Et on l'examine rapidement, titre, résumé, et on lui dit s'il y a un gros problème. Voilà. Et on lui dit comment améliorer son article. En conclusion, bon, l'accès libre aux publications est très souhaitable. Mais sous sa forme actuelle, je suis désolé de dire qu'il favorise surtout les pays riches. Il a engendré des malfaisances. Et en fait, je pense qu'il aurait fallu que l'accès libre soit généralisé immédiatement, au même moment, d'un seul coup, dans le monde entier. Peu de revues sont détenues par les organismes de recherche, c'est dommage, hein, parce que les revues jugent la science, hein, quelque part. Hein. Ouais, et donc nous, on a créé un service un peu original d'assistance à la publication. Donc je remercie mes collègues, et puis je vous remercie de m'avoir écouté patiemment. Bon, merci pour tous ces aspects autour du libre accès. Alors, si je me permets, j'aurais peut-être une question derrière, sous-entendre que le libre accès, c'est l'auteur qui paye. Donc, mais il y a peut-être d'autres, je dirais, est-ce qu'il ne faudrait pas justement qu'il y ait un autre monde de libre accès qui soit possible, justement pour éviter un peu tous ces travers-là. Il y a aussi le problème un peu éthique, enfin, si l'auteur paye pour se faire publier. Donc vous avez mentionné une revue, là, le Journal of Plant Hydraulics, vous dites que ce n'est pas payant. Donc est-ce que, je veux dire, parmi les solutions, moi c'est peut-être difficile à mettre en œuvre, mais justement il ne faudrait pas que les sociétés savantes, si on publie les revues, et que le financement public, évidemment ce n'est pas gratuit de publier une revue, mais que ce soit une institution qui finance, au lieu de demander aux auteurs qu'un article accepté de publier. Est-ce que ça, ce serait une voie viable qui permettrait de résoudre un grand nombre de ces problèmes? Ouais. En théorie, oui. Hein, maintenant, il faut aller demander au ministre de la Recherche de mettre plusieurs millions d'euros, d'engager 200 personnels pour faire le boulot de l'édition. Parce que ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est le travail obscur, enfin caché de l'édition. Hein, même sur un roman, hein, je ne sais pas, le Da Vinci Code ou n'importe quel roman, il y a un travail d'éditeur conséquent en termes de salaire, d'analyse, de relecture. À ceci s'ajoute le coût d'assurer la pérennité des revues, les changements de format, parce que là, ça a changé rapidement. Hein. On est passé au PDF, maintenant on est au HTML. Tout ça, ça se paye. Donc moi je suis pas de problème. Hein. Il peut y avoir de l'argent public et du personnel pour assurer ça, et du personnel de qualité, il faudrait remplacer les éditeurs privés par des éditeurs publics, mais il faut y mettre les moyens. Même dans les éditeurs privés, on sait qu'il y a des revues où il y a des typographes et tout ça, il y en a d'autres qui impriment juste le PDF envoyé par les auteurs. Donc il y a déjà une grande différence entre... Enfin, on sait, il y a certaines revues qui font le travail où ils ont peut-être 2 personnes et d'autres en ont 200. Enfin, c'est pas... Tout dépend, variable. Tout dépend de la qualité. Si vous prenez la revue Nature,
Il y a Richard Nordon, qui est donc éditeur de Nature, je ne vais pas dire de bêtises, qui travaille à Nature, et qui avait fait un article où il parlait du coût des articles. Et eux ont calculé ce que ça leur coûtait. Ils avaient, alors je ne me souviens plus exactement des sommes exactes, mais c'était de l'ordre de 30 000 euros par article, le coût d'un article dans Nature. Bon, bien sûr, ils se font des bénéfices, mais quand même, du boulot derrière. Voilà, donc après, ça dépend de la qualité qu'on veut. Si on peut très bien, moi je pourrais très bien publier immédiatement tous les articles qui me sont soumis, hein, les 300 articles qui me sont soumis, sauf qu'ils sont illisibles quand ils seront publiés. Voilà, oui, il y a le travail fait par les reviewers, et puis il y a le travail de mise en forme et puis d'archivage et tout ça, qui est évidemment pas du tout gratuit. Peut-être juste une dernière question, puis il faut qu'on passe à la pause. Oui, s'il vous plaît. Je n'ai pas tout à fait compris, mais j'ai entendu parler de BMC. Oui, si l'institution est abonnée à BMC, les chercheurs de l'institution ont une réduction sur le... C'est gratuit. C'est gratuit, d'accord. Mais bon, il faut qu'elle soit abonnée. Ouais. Alors, la première remarque que vous avez mentionnée, oui, effectivement, c'est pas normal qu'il y ait à la fois un paiement des deux côtés. Hein, ouais. Non, mais bon, BMC, c'est d'accord, c'est un certain avantage pour les abonnés, mais voilà, ceux qui ne le sont pas. Ouais. Ouais. C'est une histoire d'argent à la base, c'est de moyens financiers. Si au moins l'argent va pour publier la revue et pas aux actionnaires, c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, on va peut-être continuer la discussion autour d'une pause café, si j'ai bien compris, et qu'on va essayer de faire très courte pour ne pas prendre plus de retard.